Bonsoir Chérif, le rapport 2014 de l'ITIE a été publié hier. Il s'agit de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives à laquelle le Sénégal adhère depuis octobre 2013. Nous recevons le secrétaire permanent du comité national de l'ITIE, Cheikh Tidiane Touré. Bonsoir Monsieur Touré. Bonsoir Monsieur Kane Mamadou. Que révèle ce rapport 2014? Le rapport ITIE est une mine d'informations qui est, j'en suis sûr, va surprendre d'ailleurs beaucoup de spécialistes du secteur. Dans le bon sens ou le mauvais? Dans le très bon sens, il me semble. En termes d'informations, c'est des informations capitales qui sont contenues dans ce rapport et qui vont servir à une meilleure prise de décision, une meilleure amélioration de la gestion du secteur. Je voudrais, pour vous donner un aperçu de son contenu, m'appesantir sur 4 points. Le premier point porte sur d'abord le rapport lui-même. Le rapport lui-même, en tant que tel, constitue pour nous un acquis extrêmement important, dans la mesure où vous avez aujourd'hui un document qui a été, en termes de fiabilité, a été validé à toutes les étapes. Et en termes de participation, déjà, nous avons une information, quand vous regardez les éléments du rapport de 2013, il y avait des défis, parce que c'était le premier exercice. Ces défis portaient essentiellement sur la question de la fiabilité et de l'exhaustivité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est résolu. Nous avons un taux de participation des entreprises de 100% du périmètre. Cela est extrêmement important par rapport à la suite. Deuxièmement, c'est la fiabilité de l'information. Toutes les informations qui ont été produites dans ce rapport ont été certifiées. Au niveau des entreprises, cette certification, pour nous, en tout cas, a permis d'avoir des informations authentiques, approuvées avec les garanties nécessaires. Seule une entreprise pétrolière sur une liste de 25 entreprises, oui. 17 minières et 8 entreprises du secteur des hydrocarbures, exactement. 25 entreprises. Donc seule une ne s'est pas conformée à cette exigence. Et qu'est-ce qu'il en est advenu? Ce qu'il en est advenu, c'est qu'en fait, à la base, il faut d'abord dire que ça ne compromet pas les conclusions. Ensuite, nous avons appris récemment, lors d'une communication du Premier ministre, que le titre de cette entreprise a été annulé. AZ Petroleum. AZ Petroleum, en l'occurrence. Au niveau de l'État, les informations qui ont été produites également ont été certifiées par la Cour des comptes. Et ça a été pour nous un immense succès, en fait, parce que nous savons aujourd'hui que dans beaucoup de nos pays, en Afrique subsaharienne, en particulier Afrique francophone, on a des difficultés pour obtenir la certification de ces exercices, dans le cadre de ces exercices par la Cour des comptes. Beaucoup de pays préfèrent travailler avec l'Inspection générale des finances. Donc je pense que la qualité de l'information qui est contenue dans ce rapport est telle qu'il ne sera pas possible de l'ignorer ou de dire nous décidons de passer outre simplement parce qu'on en décide comme ça. Non, dans toute la chaîne, dans tout le processus, il y a une chaîne de responsabilité avec des acteurs, auditeurs qui ont prêté serment et qui ont approuvé des informations qui sont contenues. Quelle est la faute qu'AZ Petroleum a commise et quelle est la sanction qui lui a été infligée? Alors, je dois dire que la faute, dans mon entendement, n'est pas liée au processus ITIE. Mais pour nous, c'était également un excellent baromètre pour voir en termes de responsabilité sociétale et en termes de profil d'entreprise à qui nous avions affaire. Je crois que c'est un aspect extrêmement important d'avoir dans son bassin des investisseurs qui soient crédibles avec un référentiel en matière d'un point de vue éthique qui soit digne des meilleures pratiques internationales. Cela est important. La faute, telle que je la comprends, c'est que sur certains aspects, il était question de créer en fait un compte bancaire et d'avoir une représentation dans le pays pour faciliter le dialogue et le suivi avec les autorités. Cela n'avait pas été fait. Sanction, annulation de son titre par le ministère de tutelle. Deux autres éléments qui restent développement, très rapidement. Deux autres éléments qui restent. Je dirais, deuxième élément, c'est par rapport à l'accès à l'information. Pour nous, c'est extrêmement important dans la mesure où vous avez... Prenez le cas simplement de la publication des contrats. Très peu de pays
nous avons fait le benchmarking, nous avons fait l'exercice de regarder qu'est-ce qui se faisait dans le monde. Il nous a été très difficile d'avoir la main sur des contrats qui sont publiés en Norvège, qui constitue un pays de référence dans ce domaine. En Angleterre également. Il y a des mécanismes de publication, mais qui ne facilitent pas son accès à tout le monde. Le Sénégal publie les informations et elles sont aujourd'hui disponibles sur la place publique et accessibles à tout le monde. Je crois que c'est extrêmement important. Troisième élément. Oui, on va terminer parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Oui. Troisième élément, c'est une évolution significative du point de vue des recettes. L'on est passé en 2014, 2013 de 46 milliards à aujourd'hui 117 milliards. Bien entendu... C'est tout ce qu'on pouvait tirer? Il me semble que c'est un effort significatif qui est à saluer. Il y a bien entendu des améliorations qui sont en train de se faire, notamment la révision du code minier qui va changer en fait les taux, l'assiette et le taux même de la fiscalité par rapport à la redevance, par exemple. Ça, c'est des questions qui, pour nous, sont extrêmement importantes. Et pour dire que, vraiment, c'est un processus et il me semble qu'avec cet exercice, le Sénégal est sur la bonne voie. Bien entendu, je voudrais quand même signaler que sur les 117 milliards, il y a ce qu'on appelle une recette exceptionnelle. C'est quelque chose qui ne se reproduit pas tous les ans. C'est le paiement de ArcelorMittal qui a décrié, qui a fait l'actualité à un moment donné. De près de 50 milliards. Exactement, 49 milliards, 63 millions. ArcelorMittal a soldé les comptes avec l'État du Sénégal. Sur la base de notre exercice de 2014, il y avait quand même beaucoup de chiffres qui avaient été 75 milliards. 75 milliards qui ont été annoncés. 49 confirmés, après vérification confirmée par le Trésor. Autant pour moi par la Cour des comptes, 20 milliards qui sont inscrits dans la loi de finances que tout le monde peut consulter pour l'année 2015 et sur la base également du document officiel qui est disponible sur le site du gouvernement, il y a un crédit de 5 milliards qui a été accordé pour la prise en charge des frais d'arbitrage et des frais d'avocat. Il reste encore à recouvrer 75 milliards moins 49. Les 20 milliards ont été inscrits dans le budget de 2015. Elles ont été payées sans doute. Nous aurons l'occasion de le confirmer. Ah oui, pourquoi vous ne l'avez pas confirmé justement? Avec notre rapport 2015, je pense que cette information sera confirmée. Très bien. Alors, on note quand même que sur les 117 milliards de revenus générés, seuls à peu près 8 milliards sont au titre du pétrole. Parlons justement du pétrole. Vous vous êtes penché sur le secteur du pétrole et du gaz? On s'y est intéressé tout naturellement parce que dans l'entendement de l'ITIE au Sénégal, nous considérons que le secteur extractif, c'est les mines, le gaz et le pétrole. Les transactions financières ou opérations de cession, transfert passées entre Petrotim Limited, Timis Corporation et Cosmos Energy se sont-elles faites en respect de la norme ITIE et au-delà du régime fiscal sénégalais? Alors, c'est une très bonne question. La norme ITIE demande deux choses. D'abord, la première, c'est de décrire l'état de la réglementation qui encadre les opérations de cession et la procédure d'octroi de licence. Sur la base de cette réglementation, la norme demande de confronter la réglementation à la pratique pour voir est-ce qu'il y a des écarts, des déviations par rapport à la mise en œuvre. Et donc, cet exercice a été fait. Nous nous sommes rendus compte que les procédures qui ont été mises en place et telles que le processus a été géré sont conformes à la législation sénégalaise. Maintenant, vous posez une question intéressante en parlant de la législation fiscale. Moi, avant la législation fiscale, je voudrais convoquer la législation sectorielle, c'est-à-dire le Code pétrolier, en son article 8, qui indique en fait que pour les opérations de transfert et de cession, il y a deux aspects qui sont requis. Le premier, c'est une approbation de la part du ministre de tutelle, qui procède à la validation de la transaction. Le deuxième, c'est de s'assurer en fait que les requérants ont les capacités techniques et financières. Mais est-ce que les opérations passées entre Petrotim Limited, Timis Corporation et Cosmos Energy
Ça ne signifie pas finalement que les conditions techniques et financières n'étaient pas remplies? Je pense qu'objectivement, il y a un vide juridique de ce point de vue sur la base de mon analyse et de notre lecture. Il y a une faiblesse de la législation sénégalaise à ce niveau-là parce qu'il n'y a aussi, et cela est d'ailleurs applicable aussi bien au secteur pétrolier qu'au secteur minier. On ne décrit pas clairement, on n'identifie pas ni dans le code ni dans le décret d'application les critères qui permettent de confirmer que l'entreprise a les capacités techniques et financières. Donc ça, c'est une faiblesse. Deuxième chose, et il me semble que c'est un aspect extrêmement important. Deuxième chose, c'est que du point de vue de la réglementation, lorsque vous regardez par rapport à la fiscalité, je pense que la question que vous posez, telle que nous la comprenons, nous considérons que c'est un débat d'école. Là, on est dans l'interprétation de la loi. Parce que la loi dit les opérations sont exonérées. Dans la Convention, c'est tel que c'est formulé. C'est de cette façon que c'est formulé. Maintenant, il y a des gens, ceux-là qui soutiennent que dans les opérations, les concessions font partie des opérations. Il y en a qui considèrent que les concessions et les opérations de transactions administratives ne font pas partie des opérations. Et il y a une antithèse à cela qui dit que dans la rigueur des principes, ces opérations auraient dû être fiscalisées. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il y a deux camps. Et donc, pour départager ces deux camps-là, je pense que nous ne sommes pas dans une bonne position pour le faire. Nous ne sommes pas en mesure de le faire parce qu'il s'agit de l'interprétation de la loi. En revanche, il y a un point qui nous intéresse. Et nous avons travaillé là-dessus. Et je pense que ça a été rappelé dans la préface du chef de l'État. Il est question de renforcer le dispositif juridique réglementaire. Il y a une faiblesse à ce niveau-là. Absolument. Et il y a lieu aujourd'hui de procéder à une évaluation des conditions de cession, de transaction pour clarifier la loi et mieux encadrer ces genres d'opérations. Comme pour répondre au débat actuel, le chef de l'État fait un certain nombre de recommandations, dont celle qui a surtout retenu notre attention, une réévaluation des procédures d'octroi et de renouvellement des titres, ainsi qu'un meilleur encadrement des opérations de cession-transfert à la lumière des bonnes pratiques internationales seront nécessaires. Allusion à ce qui vient de se passer récemment. Nous considérons que c'est vraiment prendre beaucoup de hauteur que de formuler une recommandation de cette nature. Et aujourd'hui, la recommandation ITIE a une valeur presque exécutoire. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que l'ITIE va se charger, dans le cadre de son plan de travail, de travailler avec les autorités concernées pour procéder à cette évaluation et justement faire des recommandations qui pourraient être prises en charge dans le cadre d'une réforme de la loi pétrolière. L'autre constat fait dans le rapport, c'est qu'il n'y a pas d'appel d'offres. C'est à la discrétion du ministre en charge du secteur de l'énergie. Là également, les choses devraient changer. Je pense que c'était quand même conforme, pour dire les choses honnêtement, à l'état de développement du secteur. Vous ne pouvez pas avoir un secteur qui a un état embryonnaire. N'oublions pas que le code est de date de 98. Mais la donne a changé aujourd'hui. La donne a changé aujourd'hui. Il y a lieu de faire une réactualisation de tout cela et je pense que vous avez parfaitement raison. Ça peut être une modalité envisagée. Alors, quelle est la garantie d'indépendance de votre structure, ITIE, mais aussi du cabinet qui a été sélectionné, pour ne pas le nommer, Moore Stephens, qui a été sélectionné pour être l'administrateur indépendant? Alors, le comité national ITIE, et vous me donnez l'occasion de rappeler et de saluer l'excellent travail et l'engagement de toutes les personnes et les acteurs qui constituent en fait cette structure. Nous avons deux organes, le groupe multipartite et le secrétariat technique permanent. Le groupe multipartite est l'instance de décision. Et dans le groupe multipartite, comme son nom l'indique, vous avez à la fois des représentants de l'État, vous avez des représentants de la société civile et des représentants du secteur privé. Ce qui est intéressant, fait rare pour être relevé, c'est que les représentants de la société civile ne sont pas désignés par le gouvernement. Ils procèdent à une consultation à l'interne et sur la base de leur consultation, ils désignent en toute autonomie leurs représentants. Dans le cadre de la prise de décision, elles sont extrêmement exigeantes, les organisations de la société civile. Et s'il arrive qu'un gouvernement veuille ingérer ou ingère, qu'est-ce qui peut se passer? On a une expérience internationale très intéressante là-dessus.
Oui. Beaucoup de pays ont été recalés à la validation parce qu'elles n'ont pas respecté les libertés d'association et les droits de la société civile dans le cadre de ce processus. Je me souviens je vais vous raconter une petite anecdote très intéressante, très rapidement. Au moment même de la validation, de l'approbation de la candidature du Sénégal lors de notre adhésion, nous avions eu l'occasion de participer à une délibération du conseil d'administration qui a beaucoup échangé sur le cas du Cameroun, parce qu'à la veille de la validation du Cameroun, il y a une branche de la société civile qui a dit c'est un travail, ça pose problème, il y a un problème de représentativité, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été fait. Oui. Et ça a été suffisamment pris au sérieux pour remettre en question la validation de ce... Donc ça veut dire que simplement, les possibilités d'ingérence sont très limitées, voire inexistantes dans ce processus. Prochaine étape, la publication du rapport 2015, parce que vous êtes un peu en retard. La prochaine étape, c'est la publication du rapport 2015, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la validation. Oui. Après avoir mis en œuvre l'ITIE pendant 2 ans, voire 3, aujourd'hui, le Sénégal est relativement confortable pour passer l'examen et voir quel est le niveau d'atteinte des exigences, quel est le niveau de degré de conformité par rapport à la norme. Et donc, cette validation était initialement programmée pour octobre 2016, autant pour moi. Ça a été décalé par le conseil d'administration de l'ITIE. Il est question de le reprogrammer, mais nous pensons que ça pourrait intervenir dans le premier trimestre de 2017. Et le rapport 2015 va tomber quand? Le rapport de 2015 pourrait tomber très certainement avant octobre 2017. Je pense qu'il n'y a pas de retard du point de vue de l'ITIE. Maintenant, bien sûr, s'il y a une exigence et des attentes citoyennes qui sont très fortes par rapport à la transparence, le comité peut tout à fait librement décider de produire 2 rapports en même temps. C'est le cas aujourd'hui. Je pense que c'est une option qui peut être envisagée par le comité, et de mon point de vue, ça ne peut être que bénéfique en fait à la qualité du débat, à la richesse à la gouvernance en fait, et à une bonne gestion de ce secteur. Merci, Cheikh Tidiane Touré, secrétaire permanent du comité national de l'ITIE, qui vient de publier son rapport 2014. Chérif, c'est tout. Merci. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf, Inch'Allah. Excellente soirée.